Eh bien, c'est la suite de cette émission spéciale du soir qui, évidemment, le sujet, tout le monde le connaît, c'est l'intronisation de Donald Trump au Capitole. Ce soir, il a prêté serment sur 2 Bibles, pas sur une, sur 2. La Bible habituelle des présidents et une Bible familiale héritée de sa mère. Il vaut mieux 2 Bibles, vaut mieux qu'une, mon cher général. Déjà, bonjour Général de Lavarde et bienvenue dans cette émission spéciale. On est heureux de vous avoir parmi nous. Bonjour, et je suis très heureux aussi de participer à cette émission, surtout après François Asselineau que je viens d'écouter avec ravissement. On est à peu près sur la même longueur d'onde, surtout. Alors, Général de Lavarde, on échange beaucoup sur géopolitique profonde, vous et moi, et avec Raphaël. Nous savions et nous étions inquiets depuis la victoire de Trump de cette espèce de couloir spatio-temporel qui nous menait à cette date du 20 janvier. Et on se demandait ce qu'ils allaient encore pouvoir inventer, les néoconservateurs, les lobbies cosmopolites et mondialistes, pour tenter de mettre le feu à la planète. Ça a échoué de peu. Trump l'a dit hier. Vous n'imaginez pas à quel point nous avons été près de la Troisième Guerre mondiale ces dernières semaines et ces derniers mois. Et finalement, ouf, si j'ose dire, il est aux commandes. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer, mon général. Oui, je suis aussi satisfait que François Asselineau de voir la victoire de Trump. Cela dit, je reste quand même inquiet parce que je ne suis pas très sûr qu'il puisse faire tout ce qu'il a envisagé de faire. Et il a devant lui un nombre d'adversaires qui vont se dresser sur sa route, un nombre de crocs-en-jambes qu'on va lui faire de tous les côtés, et en particulier, il a devant lui cet immense pouvoir médiatique qui reste quand même, bien qu'il ait décliné, qui reste quand même un facteur très très important aux États-Unis. Les télévisions, les médias écrits, les journaux, Washington Post, le New York Times, tout ça, ce sont des adversaires irréductibles de Trump et ils vont tenter de lui faire du mal dès les premiers jours de sa présidence. Et là, ça m'inquiète un peu parce que, certes, il a les épaules solides, certes, il a l'expérience de son premier mandat et il sait exactement qui fait quoi et qui est derrière tout ça, mais il va avoir beaucoup de mal à neutraliser ses adversaires avant de pouvoir agir. Il faut d'abord déblayer le terrain, et le terrain va être compliqué à déblayer. C'est quand même, est-ce qu'on peut prendre au sérieux Trump quand il dit, eh bien, c'est un nouvel âge d'or pour les États-Unis, ou bien c'est encore un discours de campagne? Il a l'air très convaincu quand même des actions qu'il va mener. Il n'a pas de doute. Le moins, quand on est dans sa situation, le moins qu'on puisse faire, c'est de croire à ce qu'on entreprend. Donc, il a la foi du charbonnier. Il croit que tout va réussir. Et il ne veut pas évoquer les difficultés, mais il les connaît. À mon avis, c'est un homme intelligent. Il a l'expérience du premier mandat. Il sait très bien qui lui a mis des bâtons dans les roues pendant son premier mandat. Et là, je pense que s'il est habile, il va agir très vite et très fort pour surprendre ses adversaires. S'il attend, s'il laisse passer des mois, des semaines et des mois, ça en sera fini parce que dans 2 ans, il y aura des élections de mi-mandat parce que la tradition veut que la tradition électorale américaine veut qu'à chaque élection de mi-mandat, ça rebascule un petit peu de l'autre côté. Donc, c'est le moment. Les 2 années qui vont venir sont les 2 années pendant lesquelles il pourra agir. Et il faut qu'il le fasse vite et fort. Vite et fort. Est-ce que ce qui a été aussi très rapide, c'est qu'aujourd'hui, il a attendu justement jusqu'au 20 janvier Vladimir Poutine pour féliciter Donald Trump. Il n'est pas tombé dans le panneau. Il avait même dit à une époque de la campagne, moi je suis favorable à Kamala Harris, ce que personne n'avait cru évidemment une seconde à ce moment-là, mais il a attendu aujourd'hui pour féliciter Donald Trump pour sa victoire et
par ailleurs pour dire qu'il allait œuvrer avec lui à la paix et éviter justement cette troisième guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer dans les jours, je ne sais pas, dans les semaines, dans les mois à venir, à ce que la paix règne à nouveau en Europe de l'Est? Je pense d'abord que Poutine a été très sage d'attendre la dernière minute, parce que comme il a été dit précédemment, hein, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas quel est le coup tordu, le coup foireux que l'État profond américain et les démocrates, bien sûr, allaient pouvoir tenter pour s'opposer à l'investiture de Trump. S'en prendrait-on à lui physiquement? Essaierait-on, parce que on n'en serait jamais qu'au cinquième président assassiné. Il y en a des 4 avant lui. Hein. Un président américain sur 10 a été assassiné. Hein. Donc c'est énorme. Énorme. Hein. C'est énorme. Je ne connais pas trop de pays où ce genre d'incident se produit, sans compter les tentatives d'assassinat. Hein. Là, sur le président qui allait être élu, il ne l'était pas encore, hein, le futur président Trump, quand ils se sont aperçus qu'il allait gagner. Mais également, bon, il y a eu des tentatives sur Ronald Reagan, par exemple, hein, en son temps. Hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, Poutine a été très sage, et je crois que Poutine est aussi un homme de paix. Hein. Il avait sa vue de la paix, il l'a présentée en décembre 21, sa vue de la paix. Sa vue de la paix en Europe, et à l'est de l'Europe en particulier, qui le concerne plus particulièrement. Donc il a rappelé toutes ces conditions, hein, de paix, tout ce qu'il voyait, lui, pour garantir la Russie. Hein. La Russie, elle est inquiète, aussi bien que les États-Unis étaient inquiets quand Khrouchtchev mettait des missiles à Cuba. Hein. La Russie, elle est inquiète quand Biden met des missiles enfin, essaye de mettre des bases et des missiles en Ukraine. Hein. Bon, Poutine, je crois, est un homme capable de s'entendre avec Trump, Trump avec Poutine. Donc on a un duo qui pourrait faire la paix, pas seulement d'ailleurs, pas seulement en Ukraine, mais il pourrait s'entendre sur d'autres terrains. Hein, lesquels? pour faire la paix. Hein, lesquels en général? Par exemple, le Moyen-Orient. J'ai la conviction, moi, que on me dit Trump est un sioniste, Trump s'est entouré de sionistes. Non, Trump est un homme qui a pris ses distances avec Netanyahou. Hein. Il n'aime pas Netanyahou. Je dirais même qu'il le hait. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Netanyahou a été le premier en 2020 à reconnaître la victoire de Biden, alors que la victoire n'était pas encore faite. Il félicitait déjà Biden comme s'il l'adoubait déjà. Hein? Netanyahou adoubait le challenger de Trump, hein, comme futur président. Donc ça, Trump avait eu un mot un peu dur envers Netanyahou à l'époque, hein, laissant entendre que bon, tout ça se réglerait un jour, hein, et voilà que aujourd'hui il est en situation donc de régler ses comptes avec Netanyahou. Je pense qu'il les a déjà un peu réglés en imposant à Netanyahou le cessez-le-feu. Hein. Je pense que c'est Trump et pas Biden, hein, qui l'a imposé. En fait, tout le monde considère aujourd'hui que la paix et l'accord de paix, c'est Trump et ça n'est pas Biden. Mais oui. Hein. Donc, et je pense que Trump ne veut pas non plus la guerre avec l'Iran, donc empêchera ou freinera Israël, hein, dans ces guerres tous azimuts et tout prétexte, hein, visant à créer, à poursuivre le but du grand Israël dans un premier temps, et puis plus tard, pourquoi pas, beaucoup plus large, hein, le monde, va-t-on dire, hein, par le monde, pas au départ d'Israël, mais le monde par l'intermédiaire de ses proxys. Hein. Il ne faut pas négliger ou sous-estimer l'influence d'Israël dans la politique intérieure et surtout étrangère américaine. Les lobbies pro-Israël sont extrêmement puissants, au point que John Mearsheimer, le plus grand géopoliticien américain, nous disait clairement à l'époque que
si Trump avait été président au moment, en 2022, c'est John Mearsheimer qui parle, il n'aurait pas pu empêcher la guerre en Ukraine et l'action des néoconservateurs, parce que, dit Mearsheimer, il y a au sein des institutions américaines une sorte d'État parallèle qui se trouve au ministère des Affaires étrangères, au département d'État, et qui est plus puissant que le président lui-même. C'est John Mearsheimer qui parle, c'est pas moi. Et donc il disait, je doute que Trump ait pu empêcher le déclenchement de l'opération spéciale, contrairement à ce que disait Trump. Mais par contre, maintenant qu'il est président, on va bien voir ce que Trump va être capable ou non de faire. Et on va voir si Mearsheimer avait totalement raison. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, l'État profond a quand même pris plusieurs coups. Il en a pris un sur l'Ukraine. Quand même. Un gros coup sur l'Ukraine. Il en a pris un avec l'élection de Trump et il en a pris un aussi énorme avec la Palestine. Le problème palestinien, ça a été un échec de l'État profond américain. C'est clair et net. Donc, 3 échecs en si peu de temps, ce sont des coups terribles qui renforcent un peu la position de Trump pour faire ce qu'il espérait faire. Oui, ils ont l'air d'être, ils sont knockdown et ils sont comptés là. On est en train de compter, comptera-t-on jusqu'à 10, vont-ils se relever? C'est un véritable combat de boxe sur un ring. Qu'est-ce que vous pensez finalement de l'équipe, contrairement à ce que nous avons pu connaître en 2016, où à part des Steve Bannon, il n'y avait pas vraiment autre chose que des néoconservateurs. Ils s'étaient fait un peu rouler dans la farine parce qu'ils ne connaissaient pas suffisamment la vie politique nationale. Trump, cette fois-ci, moi je trouve que ce qui est aussi très intéressant et qui incite à l'optimisme, c'est cette équipe resserrée qui est en train de se connaître, qui travaille ensemble. Vous avez des catholiques, ce qui est quand même pas étonnant, ce qui est très étonnant, avec J.D. Vance, avec aussi Bob Kennedy Jr., ils se connaissent bien. Tulsi Gabbard, elle est venue parce que il y avait Kennedy. Vous avez Musk qui, semble-t-il, est un peu sous l'influence de ceux qui sont très proches aujourd'hui, qui ont l'oreille de Donald Trump. Est-ce que ça n'incite pas? Et puis il y a Jeffrey Sachs. Même si Jeffrey Sachs n'est pas dans l'équipe, on le sait, c'est un ami de Kennedy et il a un pied dedans, un pied dehors, semble-t-il, pour la question palestinienne, sur lequel il n'y a pas d'accord aujourd'hui, mais pour le reste, on le voit bien, ils sont très proches même de Jeffrey Sachs. Et ça, c'est une drôle de nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, parce que Jeffrey Sachs est vraiment un homme qui vaut le détour, quoi. Enfin, c'est un homme qui est raisonnable. C'est un homme qui a une immense expérience, et ça, Trump le sait, expérience des époques où il a été conseiller dans la finance au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Il a été envoyé là-bas pour essayer d'aider à ce que les choses se passent bien. Il a également été un conseiller de 3 ou 4 secrétaires généraux des Nations Unies. Donc c'est un homme qui a une vue globale, et c'est peut-être l'homme, avec John Mearsheimer, qui a les plus grands géopoliticiens de notre temps. J'entends au plan mondial. Je leur accorderai volontiers les 2 premières places, Jeffrey Sachs. Et donc savoir qu'un homme comme ça, à l'oreille de Trump, c'est effectivement une excellente, parce que c'est un homme de paix, Jeffrey Sachs aussi. C'est un homme qui est avant tout un économiste et qui veut élever le niveau de vie des citoyens du monde, pas seulement des États-Unis, mais de la terre entière. C'est un homme qui mérite pleinement, qui mériterait pleinement sa place au top niveau de l'équipe de Trump. Et je suis vraiment content de savoir que ces propos ont été relayés, en particulier sur le réseau de Trump, sur Truth en particulier. Ça veut dire que Trump prend au sérieux ce que dit Sachs, et il a raison.
Général de Lavarde, ce qui est par contre le plus pathétique, même si vous en avez déjà touché 2 mots, revenir peut-être dessus, sur l'Europe qui sort de l'histoire, enfin pas toute l'Europe, mais une partie, et puis surtout la France. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le pathétique, les réactions des uns des autres, les sorties de X, le Premier ministre Bayrou, qui, comme d'habitude, nous explique qu'il faut toujours plus d'Europe à chaque fois que l'Europe est en échec. Ça va nous mener où? On sort totalement de l'histoire aujourd'hui. Oui, mais je crois que ce qu'il faut pour l'Europe, c'est qu'elle prenne le bouillon une bonne fois pour toutes, et on va le prendre, le bouillon. On va le prendre, économiquement, on va le prendre. Moi, j'étais en train de faire une petite étude sur ce que nous disait le FMI il y a 2 ans et ce qui s'est passé en 2024. Donc, ce que nous disait le FMI le 1er janvier 2023 et ce qu'il nous dit à la fin de l'année 2024. Et les écarts sont considérables. Il prévoyait l'Union européenne à une croissance de 1,6. L'Union européenne fait 0,8. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la moitié de ce que les prévisions du FMI nous donnaient. Il prévoyait l'Allemagne à 1,4 et l'Allemagne fait moins 0,2. 1,4 à moins 0,2. Il y a 2 ans, le FMI nous disait l'Allemagne 1,4 en 2024. Eh ben non, c'est moins 0,2. Donc l'Allemagne en récession. Pareil pour le Japon. Le Japon était prévu à plus de 1 point. J'ai les chiffres pas loin là dans l'étude que je vais vous envoyer dans pas longtemps. Mais bon, le Japon, pareil, il était prévu à 1, quelque chose. Et il s'est retrouvé à moins 0,2. Donc les pays du G7 sont en train de prendre le bouillon, tous ensemble, de concert. Un seul des pays du G7 s'en sort vraiment très bien, c'est les États-Unis. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont imposé ces sanctions boomerang qui allaient frapper les économies, toutes les autres économies de l'Occident otanien, sauf les États-Unis qui allaient récolter les fruits puisqu'ils ont pu vendre leur gaz beaucoup plus cher, multiplié avec un facteur 4. Donc, voilà, quoi. Les États-Unis s'en sont sortis. Le FMI prévoyait pour les États-Unis en 2024, donc prévision pour 2024 donnée le 1er janvier 2023. Prévision pour l'année 2024, les États-Unis étaient donnés à plus 1. Eh bien, ils auront fait, d'après le FMI, toujours, 2,8. Vous voyez la correction. Quand on passe de 1 à 2,8, l'erreur, ce n'est pas une petite erreur. C'est tout simplement le triple. Les États-Unis ont fait le triple de ce qui était prévu. Et puis surtout, le FMI s'est planté complètement pour les BRICS, comme d'habitude. Mais ça, c'est récurrent, c'est depuis des années et des années. Pour la Russie, on prévoyait, je crois, si ma mémoire est bonne, 2,4, un truc comme ça, et elle a fait 3,8, quoi. Non, même pas 2. On lui prévoyait 2%, elle a fait 3,8. Pour la Chine, on lui prévoyait 4,5, elle a fait 4,8. Le Brésil, surtout aussi, on lui prévoyait 1,7, il a fait 3,8. Donc, tous les pays BRICS, le FMI sous-estime toujours dans les prévisions, et il sous-estime pour une bonne et simple raison. Qu'est-ce qu'il veut, le FMI ? Le FMI a été créé par les Occidentaux pour les Occidentaux. Quand il sous-estime les BRICS, il veut décourager les investisseurs d'y investir. C'est-à-dire, il veut dire, regardez, de toute manière, les prévisions les donnent perdants dans 2 ans. Vous allez voir, ils vont pas faire grand-chose. Si ils annonçaient vraiment la couleur et s'ils annonçaient que le Brésil allait faire 3 fois le score qu'il lui prête ou que la Russie allait faire 2 fois la croissance qu'il lui prêtait il y a 2 ans, eh ben, c'est pas bon du tout parce que les investisseurs fuiraient les pays occidentaux pour aller se réfugier dans les pays en développement. Mais bon, ce manège, moi, je l'ai noté depuis une vingtaine d'années. C'est assez amusant. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.